C'est impitoyable, les enquêtes d'Amber Young, Tommen, écrit par Blake Pierce, lu par Audrey. Chapitre 1. Kimi s'échappa discrètement de la soirée avec Marcus. Elle espéra qu'on ne les ait pas remarqués, tout en souhaitant à la fois que quelqu'un les ait aperçus. Elle n'avait aucune envie qu'on la traite de salope à l'école, mais d'un autre côté, Marcus était le quarterback malaise de l'équipe, et si les gens apprenaient qu'ils s'étaient embrassés, sa propre réputation grimperait sûrement en flèche. C'était une chouette fête. Les parents de Hannah Martin étaient beaux partis à Aspen pour le week-end, et elle leur avait solennellement promis qu'il n'y aurait ni musique forte, ni alcool pendant leur absence. Mais c'était bien sûr les deux ingrédients clés de la soirée. Des couples se formaient dans tous les coins de la maison, et Kimi et Marcus avaient donc préféré sortir à la recherche d'un endroit plus tranquille. Cela ne s'avéra pas très difficile. La maison donnait sur un terrain vague où avait dû jadis se trouver une usine. Le genre d'endroit que le père de Kimi aurait sans doute acheté en un clin d'œil, puis recouvert de pavillons s'il l'avait vu. Mais il n'apprendrait rien. Pour ce qu'il en savait, sa fille se trouvait chez son amie Aliyah, de l'autre côté de la ville. « Je ne sais pas, Marcus. C'est un peu flippant. En effet, la structure vide du bâtiment n'avait rien de rassurant, avec ses fenêtres cassées et ses portes condamnées pour repousser les intrus. » Marcus prit la main de Kimi dans la sienne et l'enveloppa de ses longs doigts. « Ça ira. Puisque l'endroit fait peur, ça veut juste dire que personne ne nous y suivra. On aura tout le temps qu'on voudra. » Kimi l'observa, puis décida qu'elle pouvait supporter un petit côté flippant si elle avait ensuite l'occasion de passer tout le temps qu'elle voulait à embrasser le beau gosse de l'école. De plus, elle ne pouvait se permettre d'avoir l'air effrayée. Marcus risquait de penser qu'il ne l'intéressait pas ou qu'elle cherchait juste une excuse pour retourner à la fête. Elle se laissa donc entraîner vers l'usine abandonnée. Les planches d'un qui recouvraient l'une des portes étaient cassées. Marcus tira dessus afin d'agrandir le trou et de leur permettre de s'y glisser. « Tu es sûr de ce que tu fais ?» demanda Kimi. « Ça n'a pas l'air très confortable là-dedans. »« On va trouver un endroit, » lui promit Marcus. Il l'attira à l'intérieur et elle le suivit. Si elle se dérobait maintenant, elle perdrait non seulement la chance d'embrasser le gars le plus séduisant du bahut, mais risquerait en plus de récolter la réputation d'être une allumeuse, une lâche, ou pire. L'ennui, c'était qu'elle se sentait un peu nerveuse à présent, et pas uniquement pour les raisons habituelles lorsqu'on roulait des pelles au quarterback. Est-ce que ce serait bien ? Penserait-il qu'elle embrassait bien ? Marcus parlerait-il d'elle à ses amis le lendemain ? Non, son anxiété provenait de l'usine. Celle-ci semblait s'employer à faire peur de toutes les façons possibles. La lune projetait sa lumière par les fenêtres et jetait d'étranges ombres sur le sol. Elle se reflétait sur les anciennes machines et les faisait ressembler aux squelettes d'immenses bêtes. Sans s'en rendre compte, Kimi se mit à marcher sur la pointe des pieds d'un air craintif. L'endroit semblait réclamer le silence. Elle ne pouvait s'empêcher de penser que n'importe qui pouvait se cacher dans les sombres recoins et les observer. Un frisson remonta le long de sa colonne vertébrale. « Il y a sûrement un bureau ou autre chose à l'arrière, » supposa Marcus. « Ce sera mieux qu'ici. »« Tout serait mieux qu'ici, » répondit Kimi. « Tu ne vas pas tout de même pas jouer aux poules mouillées ?» Une partie de Kimi avait envie de dire que si. Elle voulait retourner à la fête, traîner avec les autres filles et danser jusqu'à oublier tout ça. Mais ces filles allaient lui demander ce qui s'était passé, et si elle ne leur donnait pas les bonnes réponses, elle allait vivre l'enfer à l'école ces prochaines semaines. Elle lui fit donc un signe de dénégation et s'enfonça avec lui dans le bâtiment abandonné. Marcus utilisait la lumière de son portable pour les guider. Ils atteigniraient une vaste pièce qui devait être un bureau ou une salle de pause. Elle aperçut même quelques sièges. « Attends-moi ici » lui dit Marcus. « Je vais voir si je peux nous trouver de la lumière. »« Tu vas me laisser ici ?» s'alarma Kimi. Il l'embrassa et elle en oublia brièvement toute velléité de protester. « Pas longtemps, je reviens tout de suite. » Il l'abandonna alors dans la quasi-obscurité, avec pour seule source de lumière son propre téléphone. Soudain, Kimi n'eut plus envie d'être en ce lieu, avec ou sans quarterback sexy. Ce bâtiment était trop bizarre, trop sombre. C'était exactement le genre d'endroit où l'on imaginait des yeux qui nous fixaient, des pas qui s'approchaient. La peur s'empara alors d'elle et elle partit en courant, traversant l'usine sans plus se soucier de ce que l'on dirait d'elle. Elle n'avait plus qu'une envie, sortir d'ici. Elle trébucha sur quelque chose et tomba. Elle crut distinguer des bruits de pas près d'elle et essaya d'en illuminer la source avec son portable. Ce qu'elle vit alors l'emplit d'horreur. Une femme gisait là, la main menottée à un tuyau. Elle était blême, le teint gris, complètement immobile, sans vie. Kimi réalisa ce qui se tenait devant elle et hurla, assez fort pour que Marcus revienne vers elle à toute allure. Son cri résonna dans toute l'usine, mais ne suffit pas à exprimer toute la terreur et la répulsion qu'elle ressentait.
Kimmy venait de trébucher sur un cadavre. Chapitre 2. Pour Amber Young, l'aspect le plus difficile de son travail de rédactrice des casse-têtes du Washington News était toujours d'évaluer correctement le niveau de difficulté pour ses lecteurs. Il lui arrivait parfois de publier ce qui lui semblait être une devinette facile et de recevoir ensuite des lettres mécontentes de lecteurs qui se plaignaient de la complexité de son choix. Ou elle sélectionnait des questions de culture générale qui lui paraissaient méconnues, puis il s'avérait que tout le monde connaissait les réponses. Son habileté à déceler de manière quasi automatique toutes sortes de schémas, cachés dans les sudokus ou les mots mêlés, ne l'aidait pas. Bien au contraire. Son cerveau avait tendance à les discerner immédiatement et lui donnait l'impression que les réponses craquaient sautaient aux yeux. Ce genre de jeux cérébraux lui semblait donc évident et elle ne pouvait que supposer que le reste des lecteurs n'avaient pas les mêmes capacités qu'elle. Le deuxième problème qu'elle rencontrait en essayant de rédiger sa page de casse-tête, c'était qu'elle bénéficiait rarement d'une page entière. Aux news, elle était tout en bas de l'échelle et il était fréquent qu'on ne lui dise combien d'espace elle avait qu'1 heure avant la publication. Si un scoop avait demandé plus de lignes qu'on lui en avait initialement attribuées, alors elle ne disposait plus que d'une demi-page. Il lui était même arrivé quelquefois qu'on lui demande de remplir une demi-page supplémentaire, 25 minutes avant la publication, parce qu'un de ses collègues n'avait pas pu fournir son reportage à temps. Elle avait alors dû fouiller désespérément dans sa collection de jeux supplémentaires afin d'en trouver à ajouter à ce qu'elle avait préparé. Elle avait beau être rédactrice, Amber n'avait pas droit à un bureau. Ils étaient réservés aux rédacteurs plus anciens, c'est-à-dire tous les autres. Le dernier responsable des casse-têtes, Liam Ward, avait eu un bureau, mais il s'était trouvé en dépression voilà 1 an, et le rédacteur en chef semblait désormais vouloir la garder à l'œil. Amber se retrouvait donc assise dans un box avec les autres journalistes et travaillait tête baissée, sa tresse blonde tombant par-dessus son épaule, la lumière de son écran d'ordinateur réfléchie sur ses grandes lunettes rondes. Elle était menue et svelte, avec des traits légèrement arrondis et un nez en bouton de rose, ce qui lui donnait l'air un peu plus jeune que ses 26 ans. Elle portait aujourd'hui un chemisier blanc, une jupe sombre et un pull gris. Elle avait placé sa veste sur le dossier de sa chaise. Son sac à main était une grande sacoche qui lui permettait de ranger tous les livres de culture générale et de quiz dont elle se servait pour créer ses énigmes. Si elle laissait ces derniers traîner dans les bureaux, ses collègues avaient tendance à partir avec. Amber s'attachait pour l'instant à peaufiner un questionnaire basé sur l'histoire de Baltimore, en référence à un grand gala historique qui aurait lieu dans 2 jours. Elle avait déjà choisi le titre « Connaissez-vous bien votre ville ?» et essayait de sélectionner des questions qui feraient réfléchir ses lecteurs sans pour autant leur donner l'impression d'être idiots. Elle reçut une notification de message. « Est-ce qu'ils t'ont aussi demandé de travailler sur un historique de la ville ?» C'était un message d'Idea Dewissa, Raymond Jones de son vrai nom, le rédacteur des jeux cérébraux de la Gazette. « Tu sais que je ne peux pas révéler ce genre de choses, » répondit Amber. « J'en déduis que c'est un oui. J'ai créé une grille de mots croisés avec des indices sur la ville. Ils ont voulu me pousser à faire un sudoku basé là-dessus, mais heureusement, c'est impossible. » Idea avait des opinions bien précises concernant les casse-têtes qui méritaient qu'il y consacre du temps. Les sudokus et autres jeux cérébraux à base de nombres n'en faisaient pas partie. « M'écris-tu juste pour me distraire ? Ou as-tu un déplacement pour moi ?» Ils échangèrent des messages quotidiennement et appréciaient tous deux de pouvoir parler à quelqu'un qui comprenait le travail de rédacteur de jeux cérébraux. Ils s'envoyaient également les jeux qu'ils avaient créés et qui s'avéraient trop démoniaques pour le grand public. Mais pour l'instant, ils avaient commencé une partie d'échecs à distance et avaient chacun effectué 2 déplacements. Amber jouait selon les méthodes classiques et éprouvées, tandis qu'Idea jouait, eh bien, elle ne savait pas vraiment. « Pion en B5, écrivit-il. « Vraiment ?» répliqua-t-elle. À ce qu'elle voyait, il ne faisait que sacrifier un pion. Elle le prit donc et obtint l'avantage pendant quelques déplacements. Puis Idea revint lentement. Il parvint rapidement à coincer Amber dans un zugzwang, une position dont elle ne pouvait se tirer sans empirer la situation. Elle fut presque heureuse de voir approcher Carl, l'assistant du rédacteur en chef. Carl avait une 30aine d'années, des cheveux sombres et réussissait à se vêtir de manière 10 fois plus stylée qu'Amber. Sur lui, un costume semblait sortir tout droit de la section style du News. Il lut par-dessus l'épaule d'Amber. Le 3 vertical semble trop facile. Il avait toujours quelque chose à dire au sujet de ses casse-têtes. Amber avait même lu son nom quelques fois parmi les mails que les lecteurs envoyaient pour dire qu'ils avaient résolu des mots croisés cryptiques. Comme il travaillait au journal, il ne pouvait cependant prétendre à aucun prix. « Que puis-je pour toi, Carl ?» lui demanda-t-elle. « Henry veut te voir. »« Dois-je lui envoyer mon épreuve ? J'ai presque fini, alors. »
Il a dit que c'était urgent. Elle était toujours inquiète quand le rédacteur en chef désirait la voir, surtout quand il réclamait sa présence immédiatement. Il ne se rappelait son existence que quand elle avait fait une erreur ou qu'il voulait quelque chose. À quel sujet s'enquit-elle? En vain, néanmoins. Elle aurait dû s'en douter. Carl aurait pu enseigner à un agent de la CIA comment garder un secret. Il secoua la tête. Il m'a juste dit de venir te chercher. Pour se rendre au bureau de son patron, Amber devait traverser la salle principale du journal. Elle en profita pour observer les journalistes au travail. Ils peaufinaient leurs articles avant l'échéance. Certains écrivaient pour l'édition en ligne du journal, tandis que d'autres rédigeaient des éditoriaux. Comme ils se trouvaient à Washington, la plupart d'entre eux traitaient des derniers développements politiques. Le regard d'Amber se posa sur un journaliste en particulier, Joseph Connolly. Mais se dit-elle, ce n'était pas parce qu'elle l'avait particulièrement cherché, malgré sa stature athlétique, sa grande taille et ses cheveux sombres. Il portait aujourd'hui un costume froissé, mais il y avait de toute façon chez lui quelque chose qui donnait toujours un aspect négligé à ce qu'il portait, même s'il venait de l'enfiler. Il leva justement les yeux au moment où elle le regardait, ses iris bruns croisant le bleu de ceux d'Amber. Il lui sourit, et elle ne put qu'espérer ne pas rougir de honte. Il venait après tout de l'attraper en train de l'observer. Elle eut l'impression d'être de retour à la fac, à admirer le beau gosse assis non loin. Joseph parut sur le point de lui dire quelque chose, mais il était en pleine conversation avec Rita, la rédactrice style et potin, qui passait le plus clair de son temps à écrire pour le supplément sur papier glacé qui accompagnait l'édition du week-end. Elle était aussi apprêtée que la plupart des photos qu'elle publiait. Ses cheveux brillaient, sa robe scintillante laissait croire qu'elle se rendait à une soirée où fraya les célébrités. Elle éclata de rire en réaction à ce qu'avait dit Joseph, ce qui pour effet de ramener à elle l'attention de ce dernier. Amber soupçonna que ça avait été l'unique but de son rire. Elle les avait maintenant dépassés et arrivait au bureau d'angle où travaillait Henry Markham, le rédacteur senior du Washington News. Amber avait beau être accompagnée de son assistant et avoir été convoquée, ils durent tout de même frapper et patienter. « Entrez », leur dit Henry, après les avoir fait attendre une bonne minute. Amber se demanda s'il n'avait agi ainsi que parce qu'il en avait le pouvoir ou parce qu'il était réellement plongé dans quelque chose. Il était certes très occupé, mais il aimait bien rappeler à ses subordonnés qu'il était le patron du journal. Et Amber était clairement sa subordonnée. Elle se situait même dans une position inférieure à celle de certains journalistes, malgré son titre de rédactrice. La pièce était décorée avec emphase, et Amber eut l'impression qu'Henry avait passé beaucoup de temps avec un architecte d'intérieur pour que tout paraisse aussi grand et impressionnant que possible. Les meubles étaient en surdimensionné, et Amber se sentit encore plus petite qu'elle ne l'était. Il y avait là des étagères chargées de toutes les récompenses que le News avait accumulées au fil des années, ainsi que des souvenirs sportifs et des photos d'Henry avec des gens célèbres, sportifs, politiciens et financiers. Au cas où ses employés ne l'avaient pas encore compris, son bureau était là pour confirmer qu'il était bien la personne la plus importante du journal. L'homme lui-même était de toute façon suffisamment imposant, même sorti de la pièce qui l'entourait. Il était corpulent et large d'épaules et ressemblait à un taureau. Son visage avait des traits plats et il portait ses cheveux sombres coupés à ras. Henry était aujourd'hui vêtu d'une chemise à fines rayures et d'un pantalon retenu par des bretelles rouges. Qu'il sourit ou non, son expression demeurait bourrue. Il était assis à son grand bureau et observait l'édition du journal apparaître, ouverte sur son bureau. Pénétrer dans la pièce était intimidant, surtout qu'Amber ne savait pas pourquoi elle avait été convoquée. « Amber, vous voilà », l'accueillit-il. Il désigna une grande chaise en cuir face à lui. « Prenez place ». Cette simple requête sonnait dans sa bouche comme un ordre militaire. Amber s'exécuta et fut pratiquement avalée par l'immense siège. « Vous vouliez me voir ?» demanda-t-elle. « Oui, je voulais vous dire que je vais devoir supprimer votre section pour l'édition de demain. »« Supprimer ma section ?» répéta-t-elle, incrédule. Le news comportait une page réservée aux casse-têtes, ça avait toujours été le cas. L'idée qu'il puisse ne pas y en avoir, c'était tout simplement impensable. « Mais j'ai déjà tout préparé !» protesta Amber. « Alors ce sera déjà prêt pour demain » rétorqua Henry. « La priorité va aux vraies informations. Mais il est important que ces histoires de jeu ne prennent pas trop d'ampleur pour vous, Amber. Rappelez-vous ce qui est arrivé à Liam. » Justement, les ragots du bureau différaient quant à ce qui s'était passé pour Liam. Amber avait entendu dire qu'Henry lui avait tellement mis la pression qu'il avait fini par s'enfermer dans son bureau pendant 3 jours et avait refusé tout contact. Une autre variante suggérait que son comportement avait résulté de son obsession croissante pour les casse-têtes. Quoi qu'il en soit, Liam avait passé 3 jours à travailler sur un casse-tête et,
Lorsque ses collègues s'étaient essayés à le résoudre, ils n'y avaient retrouvé aucune logique. Amber en avait certes vu des versions sur certains forums de discussion, mais elle n'était pas sûre d'y croire. Elle se rendit compte que son patron avait continué à parler. Nous avons en plus dû agrandir la section Ars pour donner de la visibilité à 2 premières, et il y a eu des événements sportifs majeurs ce week-end. Sans compter le FBI qui demande à tout le monde d'inclure une page entière pour leur truc. Toutes ces choses prennent de la place. Et visiblement, la section d'Amber en pâtirait. Elle voulut protester et se battre pour le coin de page qu'elle avait passé tant de temps à préparer, mais elle n'en était pas capable, avec Henry qui la fixait ainsi de son perpétuel air bougon. « J'imagine que vous y avez déjà un peu travaillé », dit-il comme si Amber attendait la dernière minute pour s'y atteler. « Mais vous n'aurez qu'à vous en servir demain, tout simplement. » C'était vrai, elle pourrait tout à fait utiliser son casse-tête le lendemain, mais là n'était pas la question. Elle acquiesça tout de même, puisqu'elle n'avait guère le choix. « Bref, conclut Henry, je dois terminer de planifier l'édition d'aujourd'hui. Je voulais juste vous mettre au courant. » Il venait de la congédier tout aussi efficacement que si elle n'existait plus. Elle songea que si elle restait assise là, il ne remarquerait sans doute même pas sa présence. Elle se leva donc et retourna vers la salle principale. Joseph était encore là, mais il se trouvait cette fois-ci seul, près de la fontaine à eau. La journée d'Amber ne se déroulait peut-être pas aussi bien que prévu, mais elle se dit qu'il était temps d'aller lui parler et de lui proposer le rendez-vous dont elle avait envie depuis si longtemps. Elle se dirigea donc vers lui, mais sentit sa belle assurance s'évanouir un peu plus à chaque pas. Elle arriva devant Joseph qui se tourna vers elle avec son sourire si charmant. « Salut Amber, tu as besoin de quelque chose ?» Un rendez-vous. C'était ce dont elle avait besoin. Il fallait qu'elle lui propose d'aller boire un café. « Est-ce que je peux t'emprunter un stylo ?» Lâche. « Bien sûr, laisse-moi regarder. » Il lui tendit un banal stylo en plastique et elle se détesta de s'être ainsi dégonflée. Lorsque la main de Joseph effleura la sienne, un picotement électrique la parcourut. Cela ne fit rien pour améliorer son humeur. Amber alla à son bureau et s'efforça de ne pas rougir de honte. Elle y attrapa son sac au passage puis continua vers la sortie. Elle n'avait plus aucune envie de se trouver là. Chapitre 3. L'appartement d'Amber paraissait beaucoup plus petit qu'il ne l'était en réalité, en grande partie à cause des affaires qu'elle y avait accumulées. Des jeux et des puzzles étaient répandus partout. Une collection de Rubik's Cube de tous les styles et de toutes les formes qu'elle avait pu dénicher occupait une table basse, accompagnée de 2 jeux d'échecs abandonnés en pleine partie. Les étagères sans étaient emplies de livres sur les casse-têtes, l'histoire, les sciences, l'art, tout ce qui pouvait aider Amber à créer des jeux plus intéressants à résoudre pour ses lecteurs. Les livres débordaient ainsi même de la bibliothèque et avaient envahi le reste de l'appartement, où ils étaient disposés en piles à même le sol, en attendant d'être lus. Autant d'obstacles à contourner lorsqu'on se déplaçait. Elle se dit que si un étranger entrait chez elle, il trouverait sans doute l'endroit très étrange et obsessionnel. Elle devait certainement donner l'impression de suivre le même chemin que Liam Ward et de s'enfoncer lentement dans la folie. Amber s'en fichait, cependant. Elle avait toujours été très douée pour les casse-têtes. Il la fascinait et lui révélait les multiples façons dont fonctionnait l'esprit humain. Elle mit son dîner au micro-ondes, puis alla se changer. Amber ne voulait pas porter la même tenue qu'au bureau, pour mieux oublier tout ce qui s'y était passé, et revêtit donc un jean et un sweat. On avait supprimé toute sa page. Certes, pour une seule édition, mais on aurait dit que son travail ne comptait pas, qu'elle ne comptait pas pour le news. La colère l'envahissait, mais Amber savait très bien qu'elle ne pouvait laisser libre cours à sa frustration. Qu'allait-elle faire de toute façon ? Appeler son patron pour lui dire qu'il avait commis une erreur et devait l'apprécier qu'à sa juste valeur ? Impossible, tout comme il lui était impossible de prendre son courage à 2 mains et d'inviter Joseph à boire un café. Elle récupéra donc son repas et s'assit devant la télé, tout en essayant de ne pas regretter son dîner au restaurant avec Joseph. Et même si elle imaginait ce rendez-vous, il lui était difficile de se dire qu'il se serait bien passé, parce qu'elle était, elle. Il y aurait donc eu des silences gênés, des regards dans le vague lorsque des idées lui venaient, et elle aurait été incapable de tenir une conversation sans parler de tous les faits divers qu'elle avait mémorisés au sujet de casse-tête. Amber s'arracha à sa réflexion morose et sortit son ordinateur portable pour lire ses mails. Elle se rendit ensuite sur plusieurs sites de jeux en ligne où elle avait des parties en cours. Elle participait à plusieurs parties d'échecs virtuels, à quelques jeux de mots avec des amis, à des défis pour déchiffrer des codes et avait reçu une invitation à un quiz en ligne. Elle se jeta dessus et tapa ses réponses aux questions au fur et à mesure qu'elles s'affichaient. Rien de bien difficile. On lui demandait les dates de 2 événements survenus pendant la guerre de 100 ans,
les noms de quelques vainqueurs peu connus du prix Nobel et les 10 meilleurs tubes de 1973. Amber était quasiment sûre de la plupart de ses réponses, mais elle se doutait que d'autres joueurs la devanceraient. Certaines personnes se spécialisaient dans ce genre de quiz de culture générale, et il était de toute façon difficile de savoir s'il y avait des tricheurs avec un questionnaire en ligne. Peu lui importait, ce qui lui plaisait, c'était de répondre au maximum de questions. Mais ce quiz était plutôt facile et elle s'amusa à réécrire les devinettes tout en y répondant pour les rendre plus difficiles. Tout l'art de ce jeu résidait dans la façon dont on choisissait de rédiger les demandes. On pouvait ainsi faire paraître les questions plus obscures qu'elles ne l'étaient en réalité, ou bien aider le lecteur à tel point qu'on lui donnait presque la réponse. Amber avait laissé les informations télévisées en arrière-plan et se rendit compte qu'elle continuait à les regarder tout en reformulant les questions rédigées par d'autres. Elle ne pouvait travailler pour un journal et ne pas s'intéresser à ce qui se passait dans le monde. Elle voulait également savoir ce qui avait été si important qu'on avait supprimé toute sa page de jeu dans le news du lendemain. Rien ne lui sautait aux yeux pour l'instant, il y avait là les habituels reportages politiques de Washington, des histoires écrans sportives et quelques potins. Puis le sujet principal arriva. Un meurtre. Le corps de Jasmine Kirk a été découvert hier soir par 2 adolescents du coin. On vit alors apparaître les 2 personnes en question à l'écran pour une interview. La jeune fille avait exactement le profil qu'il fallait pour retenir l'attention des téléspectateurs. Jolie et horrifiée par ce qu'elle avait vu. Elle était juste étendue là. J'ai même trébuché sur elle. C'était tellement atroce. Était-ce là ce qui causait la suppression de sa page ? Amber voyait bien que c'était important. Quelqu'un avait été assassiné. Ceci dit, les meurtres n'étaient pas non plus si rares dans une grande ville. Elle ne pouvait s'empêcher de songer que son patron avait juste voulu se montrer déplaisant, ou qu'il avait voulu voir s'il pouvait complètement se passer de la section jeux du journal. La présentatrice était de retour à l'antenne. Le FBI a confirmé avoir ouvert une enquête. Il suppose que la vie d'une autre femme pourrait être en danger après que le tueur a laissé une note à cet effet. Cette dernière apparut à son tour à l'écran et y resta affichée pendant quelques secondes. Henry parlait-il de cela quand il avait mentionné ce qui devait occuper une page entière du news ? Amber y jeta un bref coup d'œil avec la ferme intention d'éteindre rapidement la télé et de revenir à son questionnaire en ligne. Malgré sa résolution, elle fixa le mot qui était apparu à l'antenne jusqu'à sa disparition, puis ferma immédiatement son quiz pour le chercher sur Internet. Il ne lui fallut qu'un instant pour le trouver et son regard y fut instantanément rivé. Le mot était simple et basique, un court paragraphe pour défier le FBI. « Cher FBI, j'ai enlevé une autre femme. Vous savez à présent qu'elle mourra dans les 24 heures si vous ne la retrouvez pas. Et vous ne la retrouverez pas. Aucun d'entre vous n'est assez intelligent pour deviner à temps. Elle va mourir et ce sera votre faute, parce que vous êtes trop bête. » Le tueur avait signé, non pas avec son nom, mais avec une grille de sudoku où figurèrent des lettres, allant sans doute de A à I, au lieu des habituels chiffres. Il y avait malgré tout des nombres, mais à l'extérieur de la grille. Ils se trouvaient dissimulés derrière les autres mots, si pâles qu'on les distinguait à peine. Ces chiffres étaient esquissés le long de lignes très fines, comme si l'auteur de cette lettre avait griffonné frénétiquement, tout en la rédigeant et avait ponctué ses coups de crayon de nombre, parsemés ici et là. Amber se rendit cependant compte qu'il ne s'agissait pas simplement de gribouillis en arrière-plan. Après tout, elle savait reconnaître un casse-tête quand elle en voyait un et celui-ci avait tout l'air d'un puzzle à plusieurs niveaux superposés. Les nombres constituaient clairement une sorte de message crypté. Il pouvait s'agir d'un code où ils avaient une signification particulière et indépendante des lettres, mais cela semblait peu probable. Amber soupçonnait que le message était déchiffrable, ce qui n'aurait pas été possible avec un code secret. Elle fixa son écran d'ordinateur pour essayer d'en percer le sens. Elle avait toujours su discerner rapidement des motifs et cette énigme ne fit pas exception à la règle. Elle s'aperçut rapidement que les lignes n'étaient pas dessinées au hasard. Elles représentaient un chemin à suivre pour relier les nombres. Elle montrait l'ordre de ces derniers au sein du message caché du tueur. Amber écrivit donc ces chiffres avec précaution. Aucun n'allait au-delà de 26, ce qui indiquait à nouveau qu'elle avait affaire à un message chiffré par substitution relativement facile. Une approche directe du type 1 égale A, 2 égale B ne marchait pas. Elle s'y essaya et s'aperçut au bout de quelques lettres que le message qui en résultait n'avait aucun sens. Amber réfléchit à d'autres possibilités. Peut-être l'alphabet commençait-il avec un autre chiffre que 1 et continuait-il à se dérouler en revenant à un après 26 ? Non, cela ne semblait pas fonctionner non plus. Elle était désormais totalement concentrée sur ce nouveau casse-tête, et pas seulement parce qu'il avait dérobé la place réservée à ses propres jeux dans le journal du lendemain.
Certes, cela rendait sa résolution plus personnelle, mais ce n'était pas sa motivation principale. Elle savait également que la vie d'une femme en dépendait, ce qui était un facteur important et qui l'emplissait d'horreur et d'envie d'aider, mais pour l'instant, la seule chose qui comptait, pour Amber, c'était le mystère qu'elle avait sous les yeux. Elle songea que si elle trouvait le bon angle d'attaque, elle parviendrait à l'élucider. Il ne s'agissait pas d'un message encodé grâce à un livre, les nombres ne correspondaient pas à ce genre de format, et il aurait de toute façon fallu avoir une allusion au livre utilisé quelque part dans le message. Non, la clé pour le décrypter résidait forcément dans une simple substitution. Elle n'avait qu'à déterminer cette clé. Son regard se posa sur le sudoku. Et s'il ne constituait pas une signature, mais le moyen de résoudre ce casse-tête? Si elle avait publié cette grille dans le news, Amber lui aurait attribué le niveau démoniaque. Il lui fallut environ 5 minutes pour la terminer. Elle obtint ainsi un arrangement des lettres allant de A à I, combiné de diverses façons sur les 9 rangées et colonnes du jeu japonais. Elle s'intéressa à la première ligne, BHFIDEAGC, et lui attribua les chiffres de 1 à 9, puis y ajouta le reste des lettres de l'alphabet. Le message codé avait maintenant plus de sens. Amber s'aperçut qu'elle pouvait le lire aussi aisément que l'un de ses livres sur les casse-têtes. Elle chercha rapidement le numéro que la police avait mis en place pour les appels ayant trait au meurtre. Elle le composa, puis attendit. Elle dut patienter. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.